Boker Tov, il est 8h, nous sommes le 7 août 2018, le 26 Menachem Av 5778, Daniel Haïk au micro, Ephraim Zenou ce matin à la technique. Heureux de vous retrouver sur Studio Kalita pour une nouvelle heure d'actualité, une heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants comme chaque matin par un premier journal d'information. Ensuite vers 8h10 nous serons en ligne avec Colette Avital, ancienne ambassadrice d'Israël au Portugal, consul général d'Israël également à New York, qui compte parmi les signataires de la lettre de protestation envoyée au Premier ministre Benyamin Netanyahou ces derniers jours par plusieurs dizaines d'anciens diplomates pour dénoncer la loi sur l'État-nation et pour expliquer les dégâts qu'elle risque de poser, en particulier à l'étranger. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h30, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h40, nous serons en ligne avec Ilan Moreno, le père d'Emmanuel Moreno Zichrono Livracha, à l'occasion du 12e anniversaire de sa disparition à la fin de la seconde guerre du Liban, mais aussi surtout après la diffusion hier d'un enregistrement d'Emmanuel Moreno, du lieutenant-colonel Emmanuel Moreno, réalisé lors de la cérémonie de remise des galons de lieutenant-colonel de Tsahal. C'était 11 mois avant sa mort, un enregistrement particulièrement émouvant dont nous vous fournirons la traduction tout à l'heure. Et nous parlerons donc avec Ilan Moreno de son fils, bien entendu, le lieutenant-colonel Emmanuel Moreno, et puis de cet enregistrement particulièrement émouvant. Mais tout d'abord, le premier journal d'information sur Studio Kalita. L'Égypte envisage de dépêcher à Gaza une délégation de responsables sécuritaires égyptiens qui aurait pour mission de régler l'un des problèmes qui entravent la conclusion d'un accord de règlement entre Israël et le Hamas. L'un de ces problèmes les plus aigus est un différend entre la branche politique du mouvement terroriste, qui est favorable à l'arrangement en 3 phases qui a été conclu par les Égyptiens et par l'ONU et qui a été déposé dimanche devant les membres du comité restreint pour la sécurité nationale israélien, et les responsables de la branche armée du Hamas, qui sont opposés donc à un tel arrangement et qui estiment que seule une confrontation militaire permettra de parvenir à un véritable accord qui pourrait profiter donc au mouvement terroriste. Mais ce n'est pas là le seul problème. Outre ces divergences internes au sein du Hamas, il existe également de très sérieuses divergences d'approche entre le Hamas lui-même et l'autorité palestinienne. Et ces tensions empêchent également la conclusion d'un accord qui aboutirait également à une réconciliation palestinienne, une réconciliation qui semble pour l'instant plutôt hypothétique. Au sein du Hamas, on accuse Mahmoud Abbas et le Fatah de tout faire pour torpiller un tel accord, tandis qu'au sein du Fatah, on accuse le Hamas d'aller à l'encontre des intérêts nationaux palestiniens. Le Fatah a publié un communiqué qualifiant, je cite, de méprisable les pourparlers entre Israël et le Hamas. Voilà pourquoi, côté israélien, on reste plutôt sceptique ce matin quant aux chances de parvenir à conclure un véritable accord, même un accord de cessez-le-feu ou une trêve avec le Hamas. Voilà pourquoi dimanche soir, le cabinet restreint pour la sécurité nationale a préféré décider de ne pas décider et d'attendre des développements du côté palestinien. Il faut souligner que parmi les membres du cabinet restreint, le ministre Zeev Elkin, le ministre de l'Environnement et de Jérusalem, a déclaré hier qu'il ne pourra y avoir de cessez-le-feu sans restitution des corps des 2 soldats, Oron Shaul et Hadar Goldin, comme vous le savez, le réclament leurs 2 familles. Et un autre membre du cabinet restreint qui a tenu à conserver l'anonymat a estimé que les clés de cet imbroglio à Gaza étaient entre les mains du patron du Hamas dans la bande de Gaza, Yahya Sinwar. A noter encore que l'on a recensé hier 9 départs de feu à partir de la bande de Gaza, ce qui est tout de même nettement moins qu'au cours des journées précédentes. En Israël et en particulier au sein des services de renseignement israéliens, on est plutôt optimiste quant aux chances de parvenir à un nouvel accord entre les États-Unis et l'Iran sur le nucléaire iranien. On estime en effet que l'imposition à nouveau des sanctions économiques contre Téhéran provoquera des tensions telles que les dirigeants du régime iranien parviendront à la conclusion qu'il n'y a pas d'autres alternatives que de conclure un nouvel accord. Cet accord, selon les sources israéliennes et américaines, inclurait l'interdiction de production de missiles balistiques à longue portée, l'arrêt de l'expansionnisme iranien au Proche-Orient et l'amélioration du respect des droits de l'homme en Iran. Selon un fonctionnaire israélien qui a tenu lui aussi à conserver l'anonymat, il faut toutefois être prudent. Nous voulons, a-t-il dit, assister à un changement en Iran, mais il est prématuré d'affirmer quand il se produira. Une chose est sûre, selon lui, les pressions économiques feront plier une Iran qui, je le cite, est aujourd'hui faible et au bord de l'hystérie.
Je vous rappelle que c'est à partir d'aujourd'hui que les sanctions économiques et américaines contre l'Iran entrent en vigueur. Le Premier ministre Netanyahou a déclaré qu'il s'agissait là d'une décision importante qui reflétait la détermination des Américains face aux Iraniens. Plusieurs dizaines d'anciens diplomates israéliens ont signé au cours des derniers jours une pétition contre la loi sur l'État-nation. Ils affirment que cette loi risque de causer un dégât certain au sein des chancelleries à travers le monde, des chancelleries israéliennes à travers le monde, et risque de compliquer la tâche des diplomates israéliens à travers le monde pour faire expliquer la complexité de la démocratie israélienne. Parmi ces signataires, on note la présence de l'ancien ambassadeur d'Israël en France, Dany Sheikh, et également de Colette Avital, qui est ancienne ambassadrice d'Israël au Portugal et ancienne consul générale d'Israël à New York, qui sera avec nous dans quelques instants pour nous expliquer les raisons de cette pétition. D'importantes manifestations se sont produites hier à Bnei Brak, où des centaines d'orthodoxes de la mouvance dite de Jérusalem ont protesté contre l'arrestation de l'un des leurs qui refusait non seulement de s'enrôler dans Tsahal, mais également de signer, comme l'exige la loi, un document de sursis. 19 orthodoxes ont été arrêtés au cours de cette manifestation qui a été dispersée par les forces de l'ordre. Après l'échec des pourparlers qui se sont déroulés durant toute la nuit d'hier, durant toute la soirée d'hier, les infirmières israéliennes ont décidé d'entamer ce matin un nouveau mouvement de grève pour protester contre la violence dont elles sont victimes, souvent dans le système hospitalier israélien et dans les cliniques des différentes Koupot Cholim. La météo pour terminer, le temps sera chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 30 degrés ce matin à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 39 degrés à Eilat. Nous allons marquer une première pause musicale et dans quelques instants, nous serons en ligne avec Colette Avital.